Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo By Night tout court. Je vous parle de Ravelry parce que ceci est un podcast essentiellement dédié, une chaîne YouTube essentiellement dédiée au tricot. Parfois on dérive un peu sur la couture et puis sur la teinture puisque c'est mon métier. Je suis teinturière de laine. Comment allez-vous? Ça fait 2 mois. Je viens de vérifier. Je suis habillée exactement de la même façon que pour le dernier épisode. Celui-ci, c'est le 80e. C'est énorme. Qui aurait cru ça? C'était il y a 5 ans que j'ai commencé cette chaîne, 6 ans peut-être. J'étais un peu plus assidue au début. Là, ça fait 2 mois. 2 mois et 2 jours que j'ai pu enregistrer. Et pourtant, j'étais convaincue que je serais présente tout au long de l'été. Et en fait, je ne sais pas où ils sont passés les mois de juillet et août. Vraiment, j'ai passé mon avis 80% de mon temps dans mes ateliers, la frimeuse, mes ateliers, mon atelier de teinture et celui-ci qui est mon atelier de couture / bureau. Et donc, oui, voilà, je ne sais pas du tout où sont passés ces 2 mois. J'ai pas énormément tricoté. Par contre, j'ai énormément cousu. Mais plein de choses que je ne vais pas vous montrer parce que c'est soit des vêtements que vous avez déjà vus et j'ai fait une tenue de mariée pour une de mes meilleures amies qui se marie ce samedi et donc ça a été la grande aventure de l'été. Et donc je lui ai remis déjà sa tenue, donc je peux pas vous la montrer. Et j'ai pas pris de photo en fait quand j'étais là à lui déposer et donc du coup faudra, voilà, je verrai, elle m'a dit quand on aura des chouettes photos tu pourras les mettre, tu pourras les montrer donc peut-être à la prochaine occasion je vous parlerai de cette tenue. Donc voilà. Mais j'ai vraiment alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le 22 juin? J'ai travaillé, je suis pas partie en vacances. Je réfléchis, est-ce qu'on est parti? Non, mais j'ai bossé quasi 7 jours sur 7 jusqu'il y a une dizaine de jours. Voilà, comme je le dis souvent, teinture naturelle, il y a beaucoup d'étapes. Et donc j'essaie d'organiser mon travail pour avoir tous les jours quelques écheveaux qui sortent de l'atelier. Et pour ça, il faut que voilà, je fais un planning assez strict dans le sens où quand je vais teindre quelque chose, il faut que les écheveaux soient déjà mordancés, c'est-à-dire préparés à accueillir la teinture, et il faut que la décoction soit déjà faite, c'est-à-dire qu'il faut que les plantes ou les insectes aient déjà cuit. Et donc je fais un planning en général sur 3 ou 4 semaines pour alterner pour tous les jours mordancer, pour avoir toujours de la laine mordancée sur toutes mes bases et mordancer d'avance. Donc si je vais teindre de la twinkle aujourd'hui, il faut que je remordance de la twinkle pour quand j'en aurai besoin la fois d'après. Et si je veux faire un bain de garance, il faut que j'ai mis ma garance à tremper. Si je veux faire un bain de campèche, il faut que j'ai mis mon bois de campèche à tremper 3 jours avant pour qu'il trempe pendant 24 à 48 heures, pour qu'il soit ensuite cuit, pour qu'il soit ensuite filtré pour pouvoir teindre la laine. Et j'essaye aussi de planifier tout ça en fonction des difficultés ou du temps que prennent les lavages. Parce que il faut, voilà, dans certaines plantes, il y a encore la plante qui est dans le bain, et donc du coup, il faut bien secouer, il faut bien laver. Il y a des bains, genre les bains d'épuisement, qui sont les deuxièmes bains, qui vont se laver plus facilement que des premiers bains. Genre un premier bain de lac, c'est tellement intense pour avoir la couleur. J'ai l'exemple de lac, non, c'est un bordeaux rouge très foncé. Pour avoir un premier bain de lac, il faut très fort concentrer le bain, et donc du coup forcément le premier lavage est un peu long. Enfin voilà, donc j'essaye vraiment de répartir mon travail comme ça pour que les journées soient assez équilibrées, que je me retrouve pas un jour à devoir laver 50 écheveaux puis le lendemain à juste ne rien faire parce que j'attends que tout cuise. Donc voilà. Et donc j'ai fait ça tout l'été. Je crois que j'ai repris la teinture, je crois que c'était le 15-16 juin en retour du festival des Bigoux de laine, et donc j'ai arrêté le 11 août. Et donc j'ai travaillé tous les jours, en général le matin la teinture, et l'après-midi je rebobinais ou j'étiquetais ou j'avançais en couture, que ce soit des vêtements pour moi, pour mon homme et surtout pour mon ami. Donc voilà, j'ai beaucoup lu aussi cet été, j'en avais besoin, et donc j'ai moins tricoté.
j'ai alors à vous montrer. J'ai beaucoup plus que j'ai du retard, hein. Il y a toujours des ouvrages que je ne vous ai pas montrés. C'est le premier dont je vais vous parler. Celui-ci, il est fini depuis le mois de mai, voire le mois d'avril. J'ai terminé un ouvrage que je vous ai montré dans l'épisode précédent. Et alors, j'ai terminé encore un châle cet été, mais je vous en parlerai dans un prochain épisode. J'ai tricoté pour mon Heartwarming Cal. Là, tout est là. Et j'ai terminé 2 gilets. Je vais vous en montrer un. Et alors, je vais vous montrer un autre châle dont le patron est sorti aujourd'hui. Bon. Quoi d'autre pour les nouvelles? Ben voilà, j'ai bossé. J'ai pris de l'avance. J'ai fait des réserves de teinture pour tous les salons. Mon premier salon aura lieu, enfin mon premier événement laineux aura lieu le week-end du 15 septembre. Je suis invitée par la Féfile pour des portes ouvertes. Ce que je vous suggère, c'est d'aller voir mon agenda sur mon site si vous voulez en savoir plus. La Féfile, elle habite dans l'Oise, près de Crépy-en-Valois. Et donc il faut s'inscrire pour venir nous voir dans son atelier. Et donc ça risque d'être très très chouette. Ça a lieu pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Le week-end suivant, donc qui est le dernier week-end de septembre, je serai aux Fêtes Romanes à Bruxelles. Je vous en parle chaque année. Je crois que ça fait 10 ans que je participe à cet événement. C'est un festival des arts de rue et combiné à une rencontre de créateurs. Donc c'est pas un festival dédié à la laine. Je suis la seule à vendre de la laine. Mais il y a plein d'autres créateurs, des gens qui créent des bijoux, des gens qui créent des doudous, des gens qui créent des vêtements, des gens, des céramistes. Enfin voilà. Je n'ai pas encore regardé la liste des exposants, mais en général c'est très très chouette. Le niveau est assez haut. Et à côté de ça, il y a un festival des arts de rue gratuit qui est accessible. Et donc ça se passe à Woluwe, à Bruxelles. Et pour info, c'est à peu près situé à... Alors c'est une station de métro, 2 stations de métro. Et enfin bref, à peu près 2 km du magasin Sip Knit, qui est situé lui également à Woluwe, à Stockel. Et donc... pourquoi pas combiner une visite aux deux? Vous venez me faire un coucou, comme ça après, je vous indique le chemin pour arriver jusque chez Sip Knit, qui est vraiment facile. Ça peut être rigolo, non? Donc Sip Knit, c'est une boutique qui a ouvert en février à Bruxelles et qui propose que des laines de teinturiers indépendantes quasiment. Et donc il y a de la Corériciane, de la laine amourée, de la Natissé à chanvre, il y a la Féfile, Trélise, il y a moi-même. Félix d'Apunto, et alors il y a de la Rerum Natura, il y a la Ito. Enfin, vraiment, elles ont des très très belles choses. Et j'ai un trou de mémoire, elles ont des... Ah, je ne sais plus. Ils ont de la laine comme la Lopi, mais c'est pas la Lopi qui vient d'Espagne, qui est très 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 belle et beaucoup plus douce. Voilà, ils ont plein de super chouettes accessoires. Et surtout, quand on rentre dans le magasin, on est d'abord accueilli dans un petit salon avec un petit coin, petite restauration, café, thé et gourmandise, et on peut s'installer pour tricoter, papoter, tout en temps en temps se levant pour aller papouiller de la laine, parce que il y a un choix de malade. Donc voilà, donc si vous voulez combiner les deux, c'est pas mal. Le week-end qui suit, je suis à Lyon pour le Knit Eat. J'ai complètement hâte. Et donc on part le vendredi, on s'installe, on fait le salon samedi, dimanche, on rentre le dimanche soir. Parce que le lundi et le mardi, je dois gérer mon stock, finir ma compta trimestrielle du 3e trimestre. Et alors, un truc de ouf, on s'est réservé des vacances. Je sais pas si... Enfin voilà, je suis partie cette année, effectivement, on a fait 2-3 week-ends, genre on est parti à la côte belge, on est parti avec les enfants. On a passé, quand on est parti au festival Bigoudelaine, on est parti 3 jours plus tôt, on a passé 3 jours off en Bretagne. Mais les 2 dernières années, nos vacances avaient consisté à 5 jours en Dordogne sur le chemin du festival Wall Music qui a lieu ce week-end-ci et auquel je ne participe pas puisque c'est le mariage d'une de mes meilleures amies et que je suis témoin, accessoirement. Donc, excusez-moi, ça a été ma priorité absolue de tout l'été. Et donc voilà, et puis les années précédentes, oui c'est ça, je crois que, en fait j'ai regardé, ça fait 6 ans que j'ai pas pris l'avion, et c'était pour aller passer 3 jours à Lisbonne. Et ça c'est mes plus dingues vacances récentes. Donc voilà, donc on part donc, du mercredi jusqu'au vendredi suivant dans les Pouilles en Italie. On a complètement hâte, on connaît pas cette région ni l'un ni l'autre, on s'est trouvé un chouette logement. Bon, on est complètement hors saison, on verra bien. Pour le moment, on n'a encore rien préparé, j'ai pas encore eu le temps, mais on commence déjà à rêver des beaux villages, des belles villes, de la bonne nourriture et de la détente.
Donc voilà, et puis on rentre, j'aurai une semaine à la maison, et puis on part pour le festival à Felletin. J'ai jamais eu l'occasion d'y participer parce que c'était souvent en même temps qu'un salon qui avait lieu en Belgique, et forcément je privilégie de temps en temps mon pays, hein, veuillez m'excuser. Et en plus j'ai été sélectionnée, enfin, voilà, je m'y attendais pas spécialement, donc je suis ravie. Et ensuite, bah voilà, bon, je ne veux pas aller plus loin, mais j'aurai encore 2 événements, un en novembre et alors des portes ouvertes à mon domicile avec Trélis et la Féfile, comme l'année passée, le week-end juste avant la Saint-Nicolas, donc le premier week-end de décembre. Et d'ailleurs, si vous voulez déjà vous inscrire, c'est possible sur mon site. Donc voilà, donc je vous savais tout. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai travaillé comme une dingue tout l'été, parce que comme les salons sont tous très rapprochés, j'aurai très peu de temps pour teindre entre chaque salon. Et donc, je veux être sûre qu'il y ait du choix et de la variété, voilà. Et après, bah, en plus, à côté de ça, il y a des collaborations qui sont prévues. J'ai moi-même donc un patron qui est sorti aujourd'hui, un patron qui sortira en octobre, et voilà. Donc, il fallait avancer sur tout ça. Oh là là, mais comme d'habitude, je vous fais une introduction de 400 000 heures. Vous devez en avoir ras le bol. On va parler de tricot et on va parler des ouvrages qui sont terminés, en commençant par celui qui est terminé depuis le mois d'avril et que je vous promets dans chaque épisode depuis le mois d'avril de vous montrer au prochain épisode. Vous allez le voir. Bon, vous l'avez déjà vu sur Instagram. On commence par le châle Tramelet de Mathieu Arnold, de Mat813 sur Instagram, que vous connaissez sûrement si vous avez déjà participé à des salons et auxquels participe la Féfile, puisqu'il est souvent avec elle pour l'aider sur son stand. Et donc voilà, Mathieu a fait une dizaine ou une douzaine de très chouettes designs de châles. C'est souvent très graphique, très très beau. Il était venu, il a accompagné la Féfile à chaque fois qu'elle est venue faire des portes ouvertes à mon domicile, et ben voilà, il avait étalé tous ses châles et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce châle Tramelet et il m'a adorablement offert le patron. Il est prévu à la base en mérino et j'avais très envie d'essayer dans une autre matière. Vous savez que les châles en mérino, c'est plus complètement ma tasse de thé, c'est-à-dire que je trouve qu'en général ils sont pas si chauds que ça et souvent lourds. Ouais, par rapport à la chaleur qu'ils apportent. Donc, ma matière vraiment préférée pour les châles, c'est le BFL Massam, donc équivalent de ma base Orion. Et c'est une base que la Féfile propose aussi. Donc forcément, la Féfile travaillant avec des pigments acides, les teintures acides, elle a une gamme de couleurs à laquelle moi j'ai pas du tout accès, et elle fait surtout des verts et des bleus de malade, vous le savez, et enfin voilà, des verts, quoi, du vert. Et voilà, et donc aux mêmes portes ouvertes, donc celle de décembre, l'année dernière, j'avais flashé sur ce coloris qui est Popeye. Voilà. Alors, si vous connaissez la couleur Popeye, elle est plus foncée sur le BFL Massam, pour la simple raison que le BFL Massam n'est pas blanc au naturel, et donc du coup, toutes les couleurs sont un peu plus profondes. Et donc, elle m'a adorablement offert 2 écheveaux qui restaient tout seuls dans sa petite boîte. Donc voilà, donc c'était un double cadeau. Donc je me suis dit, bah, c'est trop bien, je vais tricoter le châle que Mathieu m'a offert, l'autre Tramelet. C'est la première fois que j'arrivais pas à retenir le nom. Je ne sais pas pourquoi. Et avec la laine que m'a offerte le même week-end la Féfile, Cécile. Et donc voilà, et donc j'ai commencé à le tricoter. Trop de mémoire. En mars, je pense. En fait, je me suis dit, j'ai pas besoin de châle. En fait, c'est juste le plaisir de le faire et le plaisir de découvrir le travail de Mathieu et de tricoter cette laine que j'aime tellement et cette couleur que j'aime tellement. Et donc, du coup, je me suis pas mis la pression. C'était vraiment genre un projet que je posais, que je reprenais une fois de temps en temps. Je faisais 10 rangs, puis j'y touchais plus pendant 2 semaines, et puis peut-être je tricotais que ça pendant une semaine. Et puis tout à coup, je me suis dit, ah, mais en fait, on refait des portes ouvertes début mai. Ça serait chouette que je les terminé pour leur montrer mon châle terminé. Le châle, je vais vous le montrer quand même, hein. C'est une grande, presque demi-lune. Je me levais, vous allez voir, je suis vraiment presque habillée comme la fois passée, hein. C'est une très grande demi-lune, pas très profonde et très très large. Il est vraiment top top top, c'est vraiment une chouette forme. Et alors, comment je vous montre? Il y a un grand panneau central avec un motif. Et alors, il y a sur les côtés
2 autres panneaux avec le même motif mais en miroir. Et ensuite, il y a une bordure qu'on vient tricoter perpendiculairement. On le commence par un gardeur tape. Et on a plusieurs diagrammes, tout est soit en diagramme, soit en explication, rang par rang. C'est très bien écrit, on sait toujours où on se trouve. Et donc, comme on a 3 panneaux, on a un système d'augmentation le long de la bordure et le long du panneau central. C'est bizarre, j'arrive pas à vous montrer. Voilà, la démarcation, c'est pas au point. Donc ça, c'est le motif du panneau central, et ça, c'est le motif du côté. Ça fait peur parce que c'est plein de dentelle. Ce point-là, il se fait de mémoire sur 6 mailles, 6 rangs à peu près. Et celui-ci, il se fait sur 12 mailles, 12 rangs. Enfin, et alors, il se répète des dizaines et des dizaines de fois. Je dois avouer, autant j'aime tricoter la dentelle, autant là, c'était vraiment beaucoup de dentelle. Et alors, comme vous le voyez, on termine avec vraiment, vraiment beaucoup de mailles, puisqu'on a vraiment beaucoup d'augmentation. Donc, c'est pour celles qui n'aiment pas les modèles avec des millions de mailles, je vous le déconseille forcément. Mais en même temps, la forme est vraiment très, très chouette. Je trouve que le fait qu'il soit un peu plus court, il est vraiment plus enveloppant. Quand on a fini tout le panneau principal, on vient tricoter la bordure perpendiculairement. Donc, on laisse les mailles sur l'aiguille et on tricote. Alors, je vous montre du mauvais côté. J'espère que vous ne les entendez pas. On a une nouvelle voisine qui garde des chiens. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que dès qu'elle part, ils hurlent tous à la mort. Et là, ils sont à 3, en train de faire ouf ouf et et c'est tout le temps. Enfin voilà, c'est entre 4 et 8 heures par jour d'aboiement. C'est très très chouette. Vis ma vie à la campagne, on n'entend plus les oiseaux, on n'entend plus les poules. Il y a un de nos voisins qui a un paon, on ne l'entend plus. Alors que c'est tellement magique d'entendre ce cri du paon. On n'entend plus les vaches, on n'entend plus les veaux, on entend de temps en temps un âne. Et des chiens, parce que forcément, comme eux s'énervent très très fort, et qu'un voisin un peu plus loin, lui, il a genre 6 ou 8 chiens de chasse, et puis qu'encore un peu plus loin, il y a encore des gens qui ont, enfin, tout le monde a des chiens en fait, et ben, ça aboie tout le temps. C'est infernal, et alors ils se répondent comme ça, et comme on est en haut d'une espèce de vallée, ben, on entend tout, enfin bon bref. Donc j'espère que vous les entendez pas trop, parce que c'est fort. Bref, donc du coup on tricote, j'en reviens à mon tramelet, et donc on garde toutes les mailles sur l'aiguille, et alors on vient tricoter cette bordure, et cette bordure là se tricote comme ceci, et à chaque fois ben, on tricote la dernière maille de la bordure avec la maille correspondante qui est sur l'aiguille. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ben, Nathalie, elle n'a pas fait d'échantillon. Elle s'est dit, oh ben, je connais ma laine, je fais confiance. J'ai pas réfléchi au fait que le mérino est beaucoup plus élastique que la BFL. La BFL est très peu élastique, donc en général, il faut plus du BFL Massam que de mérino pour le même ouvrage, même si c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Elle est moins élastique, donc il en faut plus. Et en plus, ben, je tricote, voilà, vous le savez, je suis un peu détendue du châle. J'ai pris le numéro d'aiguille qui, je pense, c'est du 3,75, oui, c'est ça. J'ai mis la fiche Ravelry à côté de moi parce que, comme je l'ai fini en mai quand même, hein. Et donc, j'ai pris mes aiguilles 3,75 et j'ai tricoté mon châle. Et en fait, quand je suis arrivée à la fin du premier écheveau, je pense, je ne sais plus exactement où ça se passe, j'ai su que j'allais manquer de laine. Mais bon, j'ai continué, et puis en me disant que bah, peut-être que je supprimerais 1 ou 2 répétitions dans la hauteur avant d'entamer la bordure. Et puis, mais non, j'ai continué. Et je crois que quand même pour faire la bordure, il faut encore avoir une 50aine de grammes. Je crois qu'il m'en restait 25-30. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté déjà de base 2 mailles en moins que prévu par Mathieu pour faire la bordure. Donc, en fait, cette partie-ci, chez moi, est un peu plus courte. Et donc, j'ai commencé la bordure en suivant son diagramme. Et au fur et à mesure où je la tricotais, alors, où est-ce que j'ai commencé ça? J'ai réduit le nombre de mailles. Bon, allez, je ne trouve pas. Ah, voilà. Donc, voilà, ça c'est le triangle normal. Et puis après, j'ai diminué d'abord la largeur du petit triangle sur le bord. Et puis quand je ne pouvais pas diminuer ça plus, j'ai commencé à diminuer la largeur de la partie où on fait des jetés et des mailles ensemble. Et voilà, et donc à la fin,
ma bordure est beaucoup plus étroite. Et vous voyez, au lieu d'avoir 4 rangées de trous, je n'en avais plus que 2. J'ai terminé avec 30 cm de laine, même pas. Je n'ai pas gardé pour vous montrer, à mon avis, j'ai jeté. Mais voilà, c'était... Mais voilà, je le savais, et puis ça m'apprendra. Mais comme quoi, il y a toujours moyen de s'adapter à un patron, à un modèle. Il aurait été plus malin de m'arrêter 5 cm plus haut dans le panneau central. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, mais alors je le porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais comme je vous ai dit avant de vous présenter le modèle, vraiment ce que j'apprécie dans cette laine, c'est que c'est moins lourd, moins massif que du mérino. Et pour alors une meilleure thermorégulation, parce que c'est pas spécialement plus chaud quand il fait chaud, mais enfin voilà, je sais pas comment expliquer. Moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'aime son drapé, et alors cette couleur. Ouais, voilà. Je suis une grande, grande fan de verre. Je crois que je n'ai tricoté que du verre pendant l'été, mais c'est le seul ouvrage terminé que vous verrez cette fois-ci. Ah ben voilà, là on voit bien les 2 motifs de dentelle différents. Et je pense vraiment que voilà, si vous n'avez pas peur de tricoter beaucoup, beaucoup, beaucoup le même motif et d'avoir beaucoup de mailles sur vos aiguilles, c'est presque un modèle qui pourrait être accessible aux débutants en dentelle, parce que justement, on vient faire tellement souvent le même motif qu'il y a un moment, on sait où on en est. Hein. On retrouve... enfin voilà, le motif, c'est ça. Et donc, on s'y retrouve facilement. Et ici, encore plus facilement, puisqu'on voit que... Ah ben non, c'est pas là que je dois mettre le jeté, c'est la maille suivante, etc. En gros, ce sont des jetés, des mailles ensemble et du jersey, quoi. C'est pas... Donc voilà. C'est bien, on voit super bien le point, là. C'est cool. Donc voilà, donc le châle tramelet de Mathieu Arnold, qui est vraiment un très chouette modèle, je trouve, en laine la fil, BFL Massam, coloris Popeye. Je vous montre, mais c'est bien. En plus, la couleur passe parfaitement à l'écran. C'est parfait avec ma bidouille de bordure. La bordure normale, la bordure trop courte. Je ne le porte pas spécialement comme ça par contre. J'ai vraiment plus tendance à le porter à la place d'un gilet. Voilà, ça je trouve qu'il y a un peu trop de matière pour le... Quoique, voilà, c'est peut-être... Faut pas oublier non plus qu'il a fait entre 27 et 35 degrés tout l'été, ce qui n'est quand même pas normal. Les gens du sud de la France, vous devez trouver ça complètement normal. Mais en Belgique, normalement, il fait entre 15 et 25 tout l'été. Donc on a quand même une température moyenne de presque 10 degrés de plus que la normale. Et donc, en vrai, j'ai passé mon été en petit top et en short. Mais de temps en temps, le soir, un petit châle, ça fait du bien. Et puis, les 2-3 jours été à la Belge, où la veille, il fait 35, et puis, pouf, il fait 16-17. On est content de pouvoir s'emballer dans un châle. Voilà, mais je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je suis très contente et je les remercie tous les deux, grands comme ça, pour leur joli cadeau. Et je vous ai enfin montré ce châle. Voilà, alors, ouvrage terminé, suivant. Voilà le deuxième ouvrage terminé que je voulais vous présenter. On recommence, je me suis trompée, je plaisante. Oh là là, je sais pas pourquoi je m'étais dit que j'allais vous faire une blague où j'arrêtais pas de changer, que j'enregistrais tout 2 fois, puis je me suis dit, mais t'es folle, ça va te faire quoi comme montage? Ouvrage terminé suivant, mon deuxième gilet Saiga, qui est un modèle de folie ordinaire, qui était une collaboration alors j'arrive plus à me souvenir, c'est horrible, j'ai super honte. Heureusement, Ravelry est mon ami. Publié en mars 2020. Voilà. Et donc, le gilet Saiga, donc c'était une collaboration avec Mylène qui avait fait, dans le même patron, on a un gilet et un pull, puisqu'elle avait adopté ma base Milky Way teinte au curcuma, et elle avait créé un pull avec ce sublime motif qui se trouve le long du raglan et sous les manches le long du corps. Et j'avais vraiment un coup de cœur, je trouvais ça tellement beau, tellement féminin, et je lui avais dit, ah mais alors, à l'époque, avec mon bonnet G et ma taille 48, porter quelque chose avec un col rond près du cou, assez court et très près du corps, ça aurait été impossible. Et donc je lui dis, bah, écoute, je vais le faire, par contre je vais le faire en version gilet. Elle fait, attends,
je vais faire l'exercice. Et donc, elle a réadopté enfin, je lui ai envoyé de la laine, ou je lui ai donné de la laine, on s'était vu sur un salon. Et là, elle avait pris de la Twinkle, parce que la Twinkle et la Milky Way ont exactement le même rotor, et donc peuvent tout à fait être utilisées l'une pour l'autre. Et elle avait pris de la Twinkle teinte à la Garance, et elle a recréé le modèle du gilet, en ajoutant des rangs raccourcis pour qu'ils tiennent bien sur l'épaule et des choses comme ça. Donc, c'est pas exactement 2 fois le même patron, et hop, tu coupes. Donc, elle a vraiment fait un gros travail sur l'écriture des 2 patrons. Et quand on achète le patron, que ce soit sur son Ravelry ou sur les salons, elle propose tous ces patrons sous forme de fiches, de petits livrets. On a les deux, on a le gilet et le pull dans le même PDF ou dans le même livret. Bref, et donc du coup elle a créé les deux, et donc du coup moi j'ai testé forcément le gilet, et donc j'avais fait... Alors, l'idée donc de ce modèle à la base, c'est d'être très près du corps, avec une aisance quasi négative, de 5 à 10 cm, pour qu'il soit vraiment très très près du corps. Et donc à l'époque, moi j'avais fait la taille qui correspondait à ma poitrine à l'époque, qui était la taille 44. Alors je le portais, mais je le portais systématiquement ouvert, je le portais sur mes robes qui sont, ou mes jupes taille haute, ou mes robes, j'ai pas mal de robes qui sont, où la jupe commence au-dessus des hanches, et donc du coup le gilet tombait bien. Ou sur toutes mes jupes Jaya sont des jupes taille haute, donc je le portais, mais pas tout le temps. Et alors, depuis octobre l'année dernière, et mon opération et ma perte de 20 kilos, en fait, il est plus large que ce qui est prévu. Et je vis dedans en permanence parce que j'ai pas encore refait toute ma garde-robe en vêtements. Je n'ai pas beaucoup de vêtements qui sont à ma taille. Là, je porte un chemisier qui est en taille 46. Mais j'aime bien, en fait. C'est bizarre, en fait. Avant, je m'habillais loose pour masquer tout. Et maintenant, m'habille loose parce que c'est super confortable. Et, bon, je me suis fait des vêtements plus ajustés. Hein, mais finalement, je reviens. Voilà, je porte le même chemisier que l'épisode précédent. En gros, ce chemisier, donc c'est une blouse pivoine de Delphine et Morissette. Ce chemisier est soit dans le bac à linge, soit sur moi, soit dans la machine à laver, soit dans le bac à linge, soit sur moi. C'est hallucinant. Enfin, je sais pas pourquoi j'aime autant celui-ci, alors que c'est le genre de tissu. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, oh, j'aime ou j'aime pas? Est-ce que j'aime ou j'aime pas? Ah bah j'aime. Bon voilà, bref. Donc, on va revenir au gilet Saiga. Donc, du coup, en fait, je porte tout le temps mon gilet Saiga. Il est top. Enfin, vraiment, la Milky Way n'est pas une laine très très chaude. Il y a 85% de Merino Superwash, 15% de viscose. C'est la viscose qui donne l'effet du tweed. Et donc, du coup, c'est pas chaud, enfin, c'est juste bien, quoi. Et ça habille et ça coupe le froid. Enfin, voilà, quand on a un chemisier en viscose, dès qu'il y a du vent, on le sent. Donc c'est juste bien, donc je le porte mais tout le temps. Et alors cette couleur, c'est souvent les gens, quand ils arrivent sur des salons ou quoi, ils arrivent, je viens choisir un truc pour faire un gilet neutre, et donc ils vont se diriger vers le bleu, le gris, le blanc, le noir. Et en fait, le neutre n'est pas spécialement une couleur neutre. Mon neutre à moi, c'est ceci. Cette couleur va avec 80% de ma garde-robe, et surtout me va très très bien et au teint et à la couleur des cheveux. Ça aussi, ça joue d'ailleurs, hein, parce que mes cheveux sont de plus en plus blancs, et donc forcément ma palette évolue un peu. Et donc je suis de plus en plus, avant j'étais dans des couleurs très très flash, j'étais toujours dans du rouge, du vert, du jaune, de l'orange, turquoise, enfin voilà, des couleurs bien. Et avec l'âge, je suis de moins en moins dans ces gammes-là, et je suis de plus en plus dans des tons doux. J'ai terminé ça hier, hein, mais bon. Bref, et donc ça, c'est mon neutre. Et donc ça s'accorde vraiment, ce gilet s'accorde avec 80% de ma garde-robe. Il reste 20% de ma garde-robe. Je ne peux pas porter un gilet Saiga tous les jours. Ça ne va pas du tout. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en faire un qui s'accorderait avec le reste. Ça a été super compliqué de choisir parce que j'étais de nouveau repartie sur mon coloris favori du monde, le cachou cochonny. Puis je m'étais dit peut-être à l'indigo, mais en même temps... pourquoi pas un bleu ciel tout doux ou enfin, voilà, de toute manière, le fait qu'il y ait le tweed, la laine n'est jamais complètement neutre. J'ai vraiment tout essayé. Et puis alors j'étais repartie, j'adore le coloris Nerprin aussi, puis je me dis mais non, je suis repartie dans le jaune, donc ça n'ira de nouveau pas avec mes vêtements qui sont dans les tons jaune, gris, ocre, moutarde, etc. C'était très 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 compliqué. Et puis à un moment donné, je me suis dit mais en fait pourquoi je me dirige pas vers un vrai neutre? Donc je vous fais l'inverse de tout ce que je viens de dire. J'avais des écheveaux de Milky Way, ils sont sur mon site depuis 2019. Personne n'en a jamais voulu.
Alors, ils sont teints à l'hibiscus. Et là, vous avez vraiment, grâce au petit rayon de soleil, si je mettais du blanc derrière, est-ce que j'ai du blanc derrière? Oui, c'est difficile, mais vous le voyez sûrement, en fait, c'est ni gris, ni rosé, ni bleuté. C'est vraiment... donc l'hibiscus bissap, mais c'est quand vous faites une tisane à l'hibiscus bissap, vous voyez vraiment son rouge. Ma décoction est rouge, et il y a une interaction qui se fait avec l'alun que j'ai utilisé pour préparer, pour mordancer ma laine. Et après, je nuance légèrement pour rendre plus basique mon bain et pour stabiliser la couleur. Et donc, du coup, on se dirige vers des gris. Alors, c'est pas toujours exactement. En hiver, je vais avoir quelque chose de plus bleuté. En été, je vais avoir quelque chose de plus rosé. Ça dépend vraiment de la dureté de l'eau à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Parce que de nouveau, c'est une couleur qui n'est... comme je dis, ni grise, ni rose, ni bleue, et qui va évoluer, elle va s'adapter à la couleur avec laquelle elle est associée. Et en plus, voilà, ces pauvres échos sont abandonnés depuis 2019, ça ne va pas du tout, donc ils sont à moi. Donc voilà. Et alors, ce que j'ai juste fait par rapport au gilet Saiga précédent, c'est qu'au lieu de faire la taille 44, j'ai fait la taille 42, parce que je voulais qu'il reste tout aussi loose. Par contre, le jaune, il a un tout petit peu tendance à glisser sur mes épaules. À peine, hein, vraiment, vraiment à peine. Je passe pas ma journée à le remonter comme ça, comme la majorité de mes gilets qui étaient en XL. Voilà, il se construit, je ne sais plus, il se construit, on monte les côtes de l'encolure, on fait on vient placer les anneaux qui marquent les emmanchures, enfin les lignes de raglan, pardon. On fait dans le cadre du gilet quelques rangs raccourcis en commençant le motif. Mylène explique très très bien taille par taille à quel endroit on commence le motif en fonction de la taille, pour que justement à un moment tout se retrouve au même endroit, qu'on ait les motifs qui soient les mêmes devant, derrière, à gauche, à droite. Le motif est en miroir, il y a un motif gauche, un motif droit. Et donc là on va faire motif gauche, motif droit, motif droit, motif gauche, ou l'inverse, hein, mais voilà. Et alors là, quand on a fini les rangs raccourcis, on va commencer le raglan. La petite difficulté, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent sur ça, c'est qu'en fait, les augmentations du raglan ne se font pas ici le long du raglan, mais se font ici le long du motif. Et que le motif, vous le voyez, il se déplace. Donc on déplace des mailles pour élargir le motif. Ce que moi j'ai fait, c'est que malgré qu'elles disent qu'il ne faut pas mettre de marqueur à cet endroit-là, moi j'ai ajouté des anneaux marqueurs de chaque avant et après chaque, enfin là il n'y a pas besoin, mais il y a le motif, on a le marqueur de raglan, et moi j'ai ajouté un anneau marqueur ici pour toujours savoir où est le début de mon motif, quand est-ce que je commence le jersey, quand est-ce que je l'arrête, et en fait je déplace, donc je fais faire mon augmentation au rang droit. Quand je suis dans une partie où on augmente, au rang envers, je vais venir déplacer mon anneau marqueur pour qu'il soit déjà au bon endroit. Enfin voilà, je ne sais pas comment expliquer. Donc, je déplaçais mon anneau marqueur sur les rangs en vert à l'endroit où il va se trouver quand j'aurai fini mon rang en droit suivant. C'est compliqué à expliquer, mais je ne sais pas dire autrement. Enfin, voilà. Et donc, du coup, je ne me suis jamais perdue. Et alors, le motif, il se fait sur 24 rangs, mais donc on a 12 rangs qui augmentent, 12 rangs qui diminuent. Et une fois qu'on l'a fait 3 fois, le motif, en gros, on s'y retrouve. Hein. On a un petit point de torsade, on a des côtes torse, et alors on a un peu de mailles en vert, et c'est au niveau des mailles en vert que les diminutions... Enfin non, c'est les mailles en vert, la quantité de mailles en vert qui diminue, et donc c'est juste cette bande-ci qui se déplace, quoi. Je sais pas si c'est clair. Mais le nombre de mailles ne varie jamais. On a toujours le même nombre de mailles. Enfin, ici, c'est pas le bon exemple parce qu'on est dans les augmentations, mais quand on fait la partie droite après, ici, on a toujours le même nombre de mailles. Il n'y a pas de diminution à ce niveau-là. C'est juste ces deux mailles-là qui se déplacent, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut aider toutes celles qui ont bloqué, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ou même sur les salons, on me dit régulièrement, je bloque, j'arrive pas à le démarrer, de venir placer cet anneau marqueur et de le déplacer sur les rangs en vert, là où il sera. Alors on passe pas mal de temps forcément à jouer avec son anneau marqueur, mais c'est un bon point. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça très facile à faire. Donc voilà, mais donc du coup, la suite de la construction du modèle, on fait ses raglans. Quand on est arrivé en bas des emmanchures, on met les manches en attente et alors on continue le corps en continuant le motif qui vient se rejoindre.
ici. Le modèle, normalement, s'arrête ici. Moi, j'ai ajouté presque 10 cm. J'ai rajouté... En fait, j'ai fait exactement la même hauteur que celui-ci, parce que je trouve que la hauteur me convient très très bien, dans le sens où elle va quand je porte un pantalon ou une jupe taille haute, mais il convient aussi quand j'ai un vêtement taille plus basse. Donc voilà. Donc, je l'ai allongé. Ben, alors, Mylène fait... je vais pas dire de bêtises, 1m65 et moi je fais 1m80, donc forcément on n'a pas le même gabarit. Et après ben, on fait des manches, les manches sont toutes simples avec des diminutions tous les X rangs, et alors on termine. Et alors je me suis trompée sur une des deux manches, normalement on termine avec des côtes torse forcément, puisqu'on a des côtes torse dans le motif, et donc on a des côtes torse dans le bas, et ben, y a une des deux manches où j'ai oublié de faire mes côtes torse. Lancez-moi des tomates, hein, comme je dis, voilà, appelez la police du tricot. Enfin, voilà. Et quand on a fini le corps, on vient relever les mailles tout le long de... Ah ben non, pardon, ben forcément, ces côtes, excusez-moi, on commence par les côtes, elles sont déjà faites, donc on fait pas tout le tour, on fait juste un côté et puis l'autre, et sur un des deux côtés, ben, Mylène nous explique comment répartir nos boutonnières. J'ai pas été chercher très loin. Dans mon premier Saiga, j'avais mis des petits boutons noirs et je trouve que ça fonctionne très bien avec le tweed. Et ben, j'ai remis les mêmes petits boutons noirs. Voilà. Et avant, je disais toujours, je ne ferme jamais mes gilets. Celui-ci, il m'arrive de le fermer. Donc, je suis contente d'avoir fait les trous des boutonnières. Et le jaune aussi, hein, le curcuma, il m'arrive aussi de le fermer. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Je suis très contente parce que ben, je vous montrais dans l'épisode précédent un chemisier... dans ces tons-là, ben forcément avec le curcuma, c'était même pas en rêve. Mais par contre, maintenant, je peux même mettre voilà, je peux mettre un Saiga tous les jours, quoi. La vie n'est-elle pas merveilleuse? Oh, voilà. On passe à l'ouvrage terminé suivant. Je pense que je n'ai rien oublié de dire. J'ai utilisé pile, j'irais 1000 grammes, mais je crois qu'il doit me rester 1000 grammes, 1000 mètres. Oui, normalement les manches sont 3/4. Moi je les ai faites longues parce que les manches 3/4 pour moi ça n'a pas de sens. Même si j'ai fort tendance à faire comme ça, je préfère avoir mes manches qui vont jusqu'au bout. Je fais jamais les manches 3/4, même quand c'est écrit dans le patron. Personnellement, je trouve pas ça pratique. Voilà. Les manches sont assez étroites si on fait sa taille. Voilà, moi, comme je suis de taille au-dessus de ce que j'aurais dû faire si j'avais suivi les règles d'ajustement. Est-ce que je voulais les montrer en étant debout? Voilà, ça je vous montre bien le motif. Qui se retrouve forcément dans le dos aussi. Voilà. Donc j'ai utilisé, oui ça, je pense qu'il me reste 40-45 grammes, j'ai pas pesé. Je viens de remplir la fiche Ravelry parce que j'avais oublié de la faire, et donc j'ai noté que j'avais utilisé 1000 grammes. Je vais peut-être vérifier et ajuster. Donc voilà. Ouvrage terminé suivant, mon nouveau patron. Je suis en ébullition, comme à chaque fois, et complètement stressée, comme à chaque fois que je vous présente un de mes nouveaux modèles, un des modèles personnels que j'ai créé moi-même avec mes petits doigts et mon petit cerveau. Il s'agit du châle plat pays. Le voilà, le voilou. Un grand châle. Bon, alors j'avais pas prévu que cette semaine il refasse de nouveau plus de 30 degrés. Hein. Je m'étais dit fin août, on va commencer à penser, bah voilà, la semaine prochaine c'est la rentrée. En tout cas en Belgique, j'imagine en France bientôt aussi. En Suisse, je sais que ça a déjà eu lieu. Enfin voilà, je pense, le soleil se lève plus tard, il se couche plus tôt. Nous, on a de moins en moins d'heures de soleil, d'ensoleillement sur la terrasse. Voilà, on sent que il reste encore un mois d'été, hein, faut pas déconner, hein, c'est jusqu'au 21 septembre l'été quand même. Hein. Mais on va commencer à réfléchir aux projets qu'on a envie de porter pour les saisons plus fraîches. Et donc pour ça je m'étais dit je vais proposer ce nouveau modèle cette semaine-ci. Et puis boum, voilà, il réannonce 30 degrés. J'espère que ça ne vous dissuadera pas et que ça ne vous donnera pas envie d'aller regarder un châle en déca. Donc plat pays. Comment est né Plat Pays? Alors, Plat Pays, je voulais faire un châle en déca. Jusqu'à présent, j'ai créé les modèles en déca avec chaque fois 2 écheveaux et unicolore. Ce modèle-ci, je l'ai imaginé il y a presque un an, puisque je l'ai imaginé à mon retour. C'est ce que j'ai tricoté pendant ma convalescence post-opératoire au mois d'octobre l'année passée. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit super facile à tricoter, parce que les points utilisés sont super simples, et qui soit
pas ennuyeux à tricoter, c'est-à-dire pas... Parce que souvent les châles super faciles à réaliser, on a 32 km de point mousse, 26 km de rayures, un petit peu de trou-trou, et donc je voulais quelque chose qui soit dynamique, et qui soit fun, qui soit, voilà, qu'on on s'ennuie pas trop, avec des sections pas trop longues, avec des motifs pas trop répétitifs, et une fois qu'on a compris le point, ben c'est bon, on est parti, on n'a plus besoin du patron sous la main, on avance, quoi. Alors, c'était le départ. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé l'API. Je ne veux pas me comparer à un de mes dieux vivants, j'allais dire un de mes dieux plus très vivants, mais enfin voilà, de Jacques Brel, dans la chanson Le Plat Pays, qui parle de la Belgique, où il parle d'ennui, de morne plaine, de choses comme ça et tout ça, dans une musique extrêmement dynamique, où finalement, en fait, ce pays, il n'est pas si morne, il n'est pas si plat, parce qu'il y a les gens, parce qu'il y a l'atmosphère, parce qu'il y a le mélange des cultures, parce que, enfin voilà, tout ce qui fait que la Belgique, parce qu'il y a enfin voilà, le vent, voilà, voilà, c'est un pays qui change tout le temps. C'est typique du climat tempéré et du fait d'avoir appartenu à tellement historique. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ce que c'est d'être né en Belgique, où on a été espagnol, on a été hollandais, on a été néerlandais, on a été français, on a été gaulois, enfin voilà, il y a tellement d'influences culturelles et historiques. Et en plus, ben, on est au carrefour, enfin voilà, tout petit pays entre plein de pays, et qu'en fait, pour aller de Paris à Amsterdam, il faut passer par Bruxelles, pour aller, enfin voilà, donc c'est un pays où il y a énormément de brassage de culture, puis le fait qu'il y ait le mélange des langues et tout ça, je suis complètement perturbée. Mais voilà, mais ce qui fait qu'en fait la Belgique, même si elle peut paraître morne et ennuyeuse quand on débarque, si on atterrit ou si on arrive ici un jour où il va faire gris du matin au soir et bruiner du matin au soir, on va se dire mais c'est quoi ce pays? Mais voilà. Et donc c'est un peu l'idée de mon châle, c'est tous les points sont faciles, on utilise 4 points pour le réaliser, on fait des mailles endroits, des mailles envers, des jetés et des mailles ensemble. C'est tout ce qu'on utilise. On a une construction triangulaire classique avec des augmentations de part et d'autre d'une maille centrale et des augmentations le long de la bordure. Et pour le reste, tout est super classique, à part qu'on va changer de rythme régulièrement et qu'on va venir ajouter des sections contrastantes. Je suis repartie du principe de mes rayures qui sont utilisées dans l'Ultra Rêve. Donc je pense que c'est exactement la même rayure que dans l'Ultra Rêve. Donc on va tricoter, il faut le tricoter sur des aiguilles circulaires, et on va tricoter un rang avec une couleur, on ramène les mailles à l'autre bout de l'aiguille, on les tricote avec la deuxième couleur, donc en fait ce sont des rayures 1-1 et pas 2-2. Et pour qu'il y ait le moins de mailles en vert possible, il y a 3 rangs qui se tricotent à l'endroit et un rang qui se tricote à l'envers. Et ça permet de créer ce volume, déjà qui rend moins monotone le tricot. Et le fait de devoir déplacer les aiguilles, enfin voilà. Et ensuite, on vient insérer la troisième couleur au bout de X répétitions des rayures. Donc en fait, on a tricoté ceci. Et puis là, on va venir faire des rangs raccourcis avec la troisième couleur. Oh, mon Dieu, des rangs raccourcis! Non, pas d'inquiétude. En vrai, je ne vais pas révéler de grands secrets. Ce point, c'est 2 mailles ensemble à jeter, 2 mailles ensemble à jeter, 2 mailles ensemble à jeter. Jusqu'à X mailles de la maille centrale. Et puis on fait demi-tour. Et là, je vous fais placer et déplacer un anneau marqueur pour savoir jusqu'où vous allez aller au rang raccourci suivant. Et on fait demi-tour. Puisque comme il y a des jetés dans le motif, je ne vous ai pas fait faire de mailles enroulées ou de double maille ou de rien du tout. On se termine par un trou-trou puisqu'il y a des trous-trous dans le motif. Et alors, à chaque rang en vert, on va venir marquer là où on va devoir s'arrêter au rang raccourci suivant. Tout simplement. Donc voilà. Alors là, on se retrouve alors à ce moment-ci avec un peu plus de mailles de ce côté-là que de ce côté-là. Mais ça va venir se réajuster, puisque vous le voyez, les sections de rang raccourci s'équilibrent de part et d'autre du motif. Et donc on répète X fois la section de rayure, et puis on vient faire les rangs raccourcis de l'autre côté. Donc là, on laisse les mailles et on fait nos rangs raccourcis, enfin on laisse les autres là dans l'attente, et ainsi de suite. Donc c'est très simple. Et les rangs raccourcis se terminent toujours de la même façon par rapport à la maille centrale, avec toujours ce système de déplacer son marqueur au rang en vert pour que le prochain rang en droit, on sache jusqu'où on va. J'ai vraiment voulu faire, comme je vous dis, du super facile. Ensuite, mais juste
parce qu'on en a un petit peu marre de faire des rayures, je viens vous faire un petit panneau de côte de 2, de nouveau des rayures et de nouveau des côtes de 2 qui viennent finir tout le châle. Et finir la troisième couleur. Voilà. Alors, je l'ai réalisé en Orion DK. Donc c'est ma base BFL Massam, mais version DK, qui fait 240 mètres pour 100 grammes. Et je voulais que les rayures soient fort ton sur ton. Et donc, alors je n'ai pas retrouvé, j'ai retrouvé une seule de mes boulettes de reste. Je ne sais absolument pas où sont les autres. Je pense que je les ai déjà rangées dans mon panier à boulettes de reste. Donc j'ai de la Garance, ça c'est la couleur la plus claire. Garance bain 3, donc c'est mon deuxième bain d'épuisement quand je teins à la Garance, avec de la Garance bain 2. Et ça, c'est du Nerprin, la couleur contrastante. Je voulais qu'il soit un peu dans les tons d'automne, mais un peu flash quand même, un peu fun, parce qu'on n'est pas obligé d'être habillé tout gris et tout sombre en automne. Et donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir des rayures quasi ton sur ton, avec une couleur qui vient contraster. Il y a une des testeuses qui, elle, a utilisé des restes pour faire les sections. Et donc, du coup, toutes ces sections sont de couleurs différentes. Ça donne pas mal non plus. Voilà, les possibilités sont infinies. Mon petit défaut a été de ne pas réfléchir au fait que Orion DK, comme je vous le disais, fait 240 mètres pour 100 grammes et que beaucoup de DK font 200 ou 212 mètres. Et donc, du coup, si on utilise une autre laine, on va manquer de laine. Il y a une des testeuses qui a utilisé ma base Milky Way et ma base Supernova en DK. Et elle a manqué un petit peu de laine pour finir les sections. Mais en vrai, on s'en fout. Puisque, en fait, les rayures, si on n'a plus assez de laine, on s'arrête. Et les côtes, si on n'a plus assez de laine, on s'arrête. C'est pas, on n'est pas à un demi-centimètre près, à 2 rangs près. Enfin, c'est ça que je voulais vraiment faire, un châle qui soit simple et adaptatif voilà, à ce que chacune aurait envie de faire. Donc voilà, je vais vous le montrer. Donc il se porte forcément comme un châle foulard, mais en déca, bien enveloppant. Et alors ce qui était important pour moi aussi, c'est que quelle que soit la façon dont on le porte, on voit qu'il se passe d'autres choses. Que toutes les sections puissent apparaître... Voilà, comme d'habitude, je vous le mets n'importe comment. Mais si je réfléchissais bien devant mon miroir, on voit qu'il y a des trous, on voit qu'il y a des rayures, on voit qu'il y a plusieurs couleurs. Je voulais que toutes les sections se devinent. Voilà. Il y a une des testeuses qui a fait un très chouette truc, c'est qu'elle a utilisé ma base Orion DK. Elle tricote un peu plus serré que moi, il lui restait de la laine. Elle a fait des tassels ou des pompons au bout de chaque pointe. Je trouve ça pas mal non plus. Donc voilà. Après, je dois avouer, il n'y a rien à faire. Moi, les châles, la grosse majorité du temps, je les porte comme ceci. Et c'est la forme parfaite pour ça. On n'a jamais énormément de mailles sur les aiguilles, puisque c'est de la DK, qu'on tricote en 4,5. Donc voilà. Et par rapport au nombre de mailles, je donne toujours le nombre de mailles qu'il y a entre chaque section. Et je précise le nombre de mailles. Quand on est dans les parties rang raccourci, en fait, forcément, après la 4e partie de rang raccourci, le nombre de mailles s'équilibre de part et d'autre de la maille centrale, qui est une maille glissée, un rang sur 2. Comme ça, elle a toujours une seule couleur, elle ne change pas de couleur. Et si, forcément, elle change de couleur quand on est dans une section, pas de rayures, mais elle ne change pas de couleur ici du long. Et donc, je vous donne à chaque fois le nombre de mailles que, là, vous avez, je dis un chiffre au hasard, 38, 1, 27. Ouais, c'est pas le vrai chiffre, mais comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, en vrai, s'il vous manque une maille, c'est pas dramatique non plus. C'est un peu plus embêtant quand on vient intégrer les rangs raccourcis, mais bon, après, ça changerait. C'est bizarre, il y a un drôle de truc, là. Ah ouais, il y a un trou plus grand pour les bras. J'avais pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loupé mon... C'est bizarre. Ça faisait longtemps que je vous avais pas regardé à travers un châle. Voilà, le châle plat pays. Il est disponible en français, en anglais. Le patron fait 3 pages. Il est vraiment, je pense, facile et accessible aux débutantes. Il est disponible sur mon site, il est disponible sur Ravelry, je crois que je viens de le dire. Et je suis toujours plein d'émotions quand je vous montre un de mes modèles. Et alors, l'idéal serait de le tricoter en Orion DK, éventuellement en Sirius DK, qui elle fait 230 mètres pour 100 grammes.
elles se combinent très très bien les deux laines et donc ça permet de diversifier le choix de couleurs. Dans les testeuses, il y en a qui l'ont fait en Series EK, il y en a qui ont fait les deux ensemble. Ça fonctionne très très bien. J'ai fait des kits pour les personnes qui n'auraient pas spécialement envie de choisir. Ben voilà, je mettrai le lien ici en dessous et de toute manière dans la description sous la vidéo. Comme d'habitude, tous les liens. Alors on m'a demandé où c'était, mais en fait je ne me rends pas compte si quand vous regardez YouTube sur votre télé, si vous avez accès à ce qui se passe sous la vidéo. De toute manière, j'essaye de mettre le plus d'informations possible dans la vidéo en version texte, mais forcément il n'y a pas de lien direct. Mais quand vous êtes sous une vidéo YouTube, il y a un endroit où vous avez plus. Si vous cliquez sur le plus, normalement, vous avez tout ce que j'ai écrit avec les laines utilisées, les patrons utilisés, etc. etc. Donc voilà, et donc il y a des kits qui sont disponibles sur mon site également. Après, rien n'empêche que vous me contactiez en disant, ben voilà, j'ai déjà un écheveau de telle couleur, qu'est-ce que tu me suggères à utiliser d'autres? Donc voilà, le châle plein pays, que je ne vais pas remettre parce qu'il commence à faire très très chaud. Je suis au bout du tricot pour aujourd'hui. Ah non, bah non, je vais vous parler du Heartwarming Cal, mais alors rendez-vous compte. Donc je viens de finir un autre gilet et je n'ai rien sur mes aiguilles. Bon, on dit que les chaussettes ne comptent pas, hein, parce que j'ai ma paire de chaussettes qui est commencée depuis le mois de janvier, qui a peut-être avancé de ça, qui va avancer un peu plus pour le moment. En fait, j'attends de commencer un modèle qui est prévu en collaboration et dont le test va bientôt commencer. Donc je me suis dit que ça ne sert à rien de commencer autre chose. Et donc du coup, ça c'est très très perturbant. Donc parce que j'ai fini un gilet avant-hier et voilà. J'ai donc encore un gilet qui est terminé, mais que je dois encore coudre les boutons. Et j'ai encore un châle qui est terminé. Je les réserve pour un épisode futur. Et je vais passer aux ouvrages que j'ai réalisés pour le Heartwarming Cal. Le Heartwarming Cal. J'essaye de ne pas commencer chaque section. Ça fait 2 épisodes, j'essaye de pas faire. Alors. Et donc du coup, je fais je sais pas si c'est mieux. Bon, voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le Heartwarming Cal. Le Heartwarming Cal, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, bienvenue déjà. J'ai même pas fait au début des merci, des bienvenus. C'est pas bien, c'est pas bien. Le Heartwarming Cal, qu'est-ce que c'est? C'est un cal, donc un knit-along, un truc où on tricote ensemble sur un thème que j'ai organisé en 2021 et que j'organise de nouveau en 2022 dans le but de récolter un maximum d'ouvrages tricotés par nos petites mimines afin de les transmettre à l'association, la plateforme de soutien aux réfugiés, qui est une association bruxelloise qui accueille, encadre, aide, héberge, habille, nourrit, fournit en sac d'eau, en sac de couchage, les migrants qui passent par Bruxelles et qui malheureusement sont très mal pris en charge par les autorités. Voilà, je ne vais pas revenir sur le débat, j'en parle à chaque épisode que voilà, l'horreur de la guerre en Ukraine a mis beaucoup de monde sur les routes et toutes ces personnes-là ont été directement cadrées, voilà, et on a créé un espace spécial pour les accueillir à Bruxelles. Et en fait, depuis, c'est encore pire pour les autres. Ceux qui n'ont pas la même couleur que nous et ceux qui viennent de plus loin et qui ont déjà traversé plein d'horreurs, plein de mers, plein de guerres, enfin voilà, de galères. Et donc du coup, ben voilà, ça fait 7 ans ou 8 ans que la plateforme de soutien aux réfugiés les aide. Et l'idée est venue de moi en 2020. J'ai eu besoin de tricoter pour autre chose que moi-même. Et donc j'ai commencé à faire un bonnet par mois en me disant, ben, je les transmettrai à la plateforme de soutien aux réfugiés. J'ai choisi cette association-là, j'aurais pu en choisir d'autres, mais parce que celle-là, une de mes meilleures amies, est très très active. Elle l'est moins maintenant, mais elle était très impliquée. Et donc du coup, si c'est important pour une de mes amies, c'est important pour moi. Et puis de toute manière, ben, voilà, c'est important. Ça, qui que ce soit, pour qui que ce soit, c'est une cause importante. C'est pas grand-chose, hein, ils ont besoin de beaucoup plus de choses que d'avoir des vêtements chauds. Voilà, excusez-moi, j'ai fait le montage comme d'habitude un peu au fur et à mesure, et donc pour écouter si je dis pas trop de bêtises, je remets le son et j'oublie de le couper. Et donc l'idée est de janvier jusqu'à la fin septembre que chacun tricote un ouvrage par mois. Gants, bonnets, cols, moufle, si on est très courageux, un pull, un gilet, essentiellement dédié à des hommes qui ont entre 15 et 30 ans. C'est la majorité des migrants concernés.
et que vous me les fassiez parvenir au courant du mois d'octobre pour que je puisse moi les transmettre avant le froid, genre fin octobre, début novembre. Je le ferai soit avant Felletin, soit après Felletin, que j'irai tout transmettre à la plateforme. L'année passée, nous avions récolté 403 articles et a priori, on a déjà mieux, puisque sur chacun des salons auxquels j'ai participé, vous m'avez apporté entre 1 et 30 articles. Enfin, je suis sur le popotin, je vous le dis à chaque épisode, mais je suis complètement émerveillée du soutien que vous avez apporté à ce projet qui me tient mais vraiment, vraiment très fort. En fait, je devrais presque commencer les épisodes de podcast par ça, et je devrais presque ne parler que de ça sur Instagram, mais bon, j'aurais peur un peu de vous lasser aussi. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi. Enfin, c'est inracontable, quoi. Et c'est un côté assez magique. Enfin voilà. Donc, quoi qu'il en soit, l'idée, donc il n'y a aucune obligation de participer les 9 mois. On peut venir participer qu'une seule fois. Il y a des gens qui sont arrivés sur un salon en me donnant un bonnet, en me disant ben voilà, je l'ai tricoté sur le trajet, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont arrivés sur le salon en disant j'ai fait du tri, voilà 5 pulls que mon homme ne met plus depuis 15 ans, et voilà les 20 bonnets que mes copines de tricoter et moi on a tricoté la semaine passée. Parce que je venais te voir, il y a vraiment pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, plutôt que de faire un ouvrage par mois, je vais faire un pull pendant 9 mois, c'est génial. Donc voilà, j'ai réceptionné beaucoup de choses, donc comme je le disais sur le salon, je commence déjà à avoir des choses qui arrivent via Mondial Relais, parce qu'a priori de France à Belgique, c'est ce qui revient le moins cher. Une question qu'on me pose très souvent, alors toutes les informations, et je vais le remettre ici en dessous, sont disponibles sur bynightcreation.com/coulisses. Il n'y a pas besoin d'être inscrit comme coulisses pour avoir accès à cette partie-là du forum, qui est une partie du forum ouverte, Art Warwinkle 2022. Vous pouvez même voir aussi ce qui s'est passé en 2021, je l'ai laissé ouvert. Et le premier onglet que vous allez voir, la première discussion de ce forum, ce sont toutes les informations pratiques. Si vous voulez participer anonymement, c'est bien. D'ailleurs, la majorité des personnes qui m'ont donné des ouvrages jusqu'à présent ont participé de façon anonyme. C'est très très bien. Si vous voulez participer à la partie discussion et tirage au sort, alors je vous suggère de regarder ce qui s'est fait les mois précédents et de venir inscrire chaque mois l'ouvrage que vous avez terminé. Alors, il ne me reste que 2 mois. Il vous reste le mois d'août. Il reste quoi? Une semaine en août, et il reste les 4 ou 5 semaines du mois de septembre. Donc on peut faire quoi? Un ouvrage par semaine pour le Art Warwinkle? Non mais voilà, si vous avez l'occasion. On m'a demandé donc, si vous venez à Lyon, les ouvrages sont les très très bienvenus. Par contre, Felletin, je pense que ça va être trop tard. Je devrais voir. Alors, ce que je n'avais pas prévu, c'était que le seul moment où je puisse partir en vacances, ce soit en octobre, alors que j'ai dit que je réceptionnais les colis en octobre. Mais je vais mettre une grande alerte sur mon site de si vous pouvez attendre le 10 octobre avant d'expédier vos colis, ça serait parfait. Comme ça, mon point relais n'est pas submergé. Je vais les prévenir de toute manière. L'année passée, elles avaient été adorables parce que l'année passée, il y avait mon opération qui était tombée juste au mauvais moment. Et donc, je m'étais déjà arrangée. Elles gardaient pendant 2-3 jours. Et mon homme, quand il avait l'occasion, allait chercher les colis qui arrivaient. Elles sont vraiment super, super gentilles. Mais voilà, je ne veux pas les envahir avec... je pense que vous êtes entre 60 et 70 à participer à la partie tirage au sort, et donc qui allait m'envoyer tous les colis en même temps en octobre. Donc voilà, si vous pouvez attendre le 10 octobre avant de les expédier, comme ça je les réceptionne entre mon retour de vacances et le salon à Felletin. Et donc je verrai si c'est réaliste. Si je sais qu'il y a encore des colis qui doivent arriver, ben j'irai les déposer la semaine qui suit Felletin. Donc ça sera la semaine du 1er novembre, ça sera parfait. Et si j'ai tout réceptionné, ben j'irai avant de partir à Felletin. Ce qu'il y a, c'est que Felletin, on doit s'installer le jeudi, donc on quitte la Belgique le mercredi, donc ça fait il reste très peu de temps, quoi. Enfin bon, bref, c'est pas tout ça ne vous regarde pas. Si vous voulez envoyer par Mondial Relais, j'ai enregistré mon point relais, il est connecté à mon adresse email. Donc si vous créez un compte d'utilisateur sur Mondial Relais et que vous allez dans envoyer un colis, vous choisissez le poids de votre colis, destination Belgique, et vous sélectionnez je laisse mon destinataire choisir son point relais, et là vous mettez mon adresse email. Et Mondial Relais va vous dire que ah ben voilà, ça va être envoyé à la librairie du Quai du Tram à 1330 Rixensart. Et vous faites OK, c'est ajouté à votre panier et vous pouvez l'expédier.
Donc, il y a pas besoin, vous n'avez pas besoin de mon adresse, de mon téléphone et tout ça. Normalement, ça fonctionne, mais il faut que vous ayez vous-même un compte Mondial Relais. Et ça prend 2 secondes, c'est votre adresse email, un mot de passe sécurisé, machin, gna gna, voilà, avec des astérix et des majuscules et des chiffres, hein, mais comme partout ailleurs, quoi. Donc voilà, mais donc ça, c'est des choses importantes dont je voulais vous parler pour le Heartwarming Kell. Mais donc voilà, il approche de la fin, il reste 5-6 semaines. Et enfin voilà, j'ai déjà hâte de téléphoner à mon contact de la plateforme, la responsable communication de la plateforme, pour lui dire je peux venir quel jour avec ma camionnette, avec plus de trucs encore que l'année passée, qui ont été faits avec plein d'amour et plein de patience par des gens incroyables partout en Europe, en fait, puisque presque, l'année passée, il y avait Allemagne, Pays-Bas, France, Belgique. Cette année-ci, il y a déjà, j'ai reçu du Portugal une paire de mitaines, j'ai reçu quelque chose d'Italie déjà aussi. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Merci. Bref, alors, je pense que c'est dans l'épisode, le dernier épisode, je vous disais que j'étais arrivée au bout de mes restes de laine. Bon, l'idée c'est des vêtements, on va pas les faire en mot RSOA a priori, puisqu'on ne sait pas leur possibilité de nettoyer à la main les ouvrages qu'on va réaliser pour eux. Donc l'idée c'est d'avoir des laines qui soient chaudes et faciles d'entretien. Et donc j'arrivais au bout de tous mes restes de laine que j'ai récupérés de quand ma grand-mère tricotait ou de quand j'ai commencé à tricoter. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai très vite été très snob du tricot, et dès que j'ai découvert les laines de teinturière indépendante, enfin les laines nobles, c'est pas juste le travail de teinturière indépendante, parce que j'aime énormément d'autres laines, mais qui sont des laines qui sont moins faciles d'entretien, voilà, qu'on peut pas juste jeter à la machine. Mais donc, dernier épisode, je vous ai dit que j'arrivais au bout, et Anne-Sophie m'a adorablement envoyé un message en disant écoute, pour la 2e année, je m'en veux parce que j'ai pas eu l'occasion de participer au Kell, mais j'ai fait un tri et j'ai une grosse boîte de restes de laine, DK Fingering. Est-ce que je peux te les envoyer? Je fais, enfin, t'es sûr, tu veux pas leur trouver une autre attribution ou bien les donner à une association près de chez toi? Enfin, voilà. Et donc, elle m'a envoyé un carton comme ça, avec plein de laine. Et enfin, voilà, j'étais super émue parce que c'est aussi une très chouette manière de participer. Il y a eu d'autres gens qui ont participé, vous pouvez aller voir dans la discussion. Je connais des gens genre, il y avait une bruxelloise qui disait que j'aurais pas l'occasion de participer au Kell, mais j'ai plein de laine à donner. C'est aussi une très chouette manière de participer. Et donc, du coup, Anne-Sophie m'a envoyé plein de laine. Et il y avait, entre autres, est-ce que j'ai gardé une des étiquettes? Il y avait 4 pelotes de Katia Merino 100%, 2 grises et 2 marrons. Et avec ça, c'était tellement parfait. J'ai fait en juillet une paire de gants. Je rentre, ça passait quasi pile une pelote. Et je crois qu'il me reste 3 grammes, 5 grammes à chaque fois. Donc, une pelote m'a permis de faire un gant, l'autre pelote m'a permis de faire l'autre gant. Le modèle, c'est toujours le même, c'est Basic Glove, qui est un modèle gratuit, mais uniquement en anglais, disponible sur Ravelry. Et alors, comme je vous l'ai dit l'an dernier, quand j'ai commencé à faire mes premiers gants pour le Heartwarming Kell, ça a été la révélation. Il faut, voilà, comme je vous dis, il faut moins de laine que pour des chaussettes, forcément, et c'est vraiment super simple à faire, quoi. On tricote des côtes. On change le numéro d'aiguille, mais là, moi, je crois que j'ai même pas changé. J'ai tout fait en 3,5. C'est de la décale à laine. On fait ce rang. Attendez, je vais quand même. Il fait chaud. Donc, le début du rang, il est ici. On tricote là. On met un nano-marqueur. Alors, moi, je tricote en Magic Loop, les gants. Oui, c'est ça, je l'ai fait en Magic Loop. On met un nano-marqueur ici. Et alors, on va faire des augmentations avant l'anneau-marqueur. Oui, c'est ça. Normalement, il faut 2 anneaux-marqueurs, mais moi, de l'autre côté, j'ai mon début de rang, c'est le... Enfin, voilà, on fait 2... Oh, je m'épuise. Je vous montre mieux. Autour du pouce. Si vous tricotez sur des aiguilles double pointe, par exemple, ou si vous tricotez sur des 30 cm, on a un nanomarqueur là, un nanomarqueur là, et tous les X rangs, on va venir faire des augmentations. On commence d'abord tous les 2 rangs, et puis on passe à tous les 4 rangs, qui vont faire les augmentations pour, comment ça s'appelle, le gousset du pouce, oui. Je sais pas quel est le mot en français, en fait, c'est gousset en anglais, c'est comme le gousset du talon. C'est quoi le mot? Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? Donc voilà, et quand on est arrivé, là, on laisse les mailles du pouce, ici, en attente. Et donc moi je travaille avec 3 câbles
dans le sens où j'ai mon aiguille principale qui est en Magic Loop. Là, ben, j'avais mis en attente sur mes aiguilles 30 cm parce qu'on a 17 mailles et donc du coup, elles pendouillent. Après, on va venir tricoter en rond jusqu'à X centimètres depuis les côtes. Et on va mettre toutes ces mailles-ci en attente. Et donc là, du coup, je mets tout ça sur un autre câble en attente. Et je laisse les aiguilles au bout parce que ça me permet, comme il faut tout le temps mettre des mailles en attente et les reprendre, ben je laisse ça sur mes aiguilles. Et donc on fait, là on fait sur donc le petit doigt, il fait 14 mailles ou 13 mailles. Et donc on tricote en rond. Et puis quand on est arrivé à une certaine hauteur indiquée par le patron, ben, on diminue 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, ou 3 mailles ensemble si on a un nombre impair de mailles. Et alors, on fait comme pour le bonnet, hein, quand il reste 2 ou 4 mailles, on coupe le fil, on le repasse dans la dernière maille, dans toutes les dernières mailles, on tire, comme pour finir une pointe de bonnet, et là, on vient re-rentrer le fil pour rentrer le fil. On reprend les mailles qui sont en attente, d'où l'avantage de les laisser sur une aiguille, et là, on refait genre 2 rangs, pour faire le creux là, enfin voilà, le petit doigt il commence plus bas que les autres. De nouveau, on vient mettre ces mailles là en attente, on tricote ce doigt là, même construction, voilà. Quand on a fini, on fait ce doigt là, et puis on fait ce doigt là, et puis on fait le pouce. Et voilà, c'est vraiment très très simple. Il faut à peu près un quart d'heure pour faire un doigt. On a vraiment très peu de mailles. Et voilà, et puis on refait le deuxième gant. Alors je fais pas les 2 gants en même temps, justement parce qu'on a plein de fils dans tous les sens. Enfin voilà, on a plusieurs choses qui sont en attente. On peut très bien décider de faire le pouce avant de faire les autres doigts et que ça fait un truc en attente en moins aussi, hein. Une fois qu'on a fait le petit doigt, on peut laisser ces mailles-là en attente, faire son pouce et comme ça c'est plus en attente. Enfin, il n'y a pas d'obligation, ce qui est juste cet ordre-là, forcément c'est compliqué de ne pas le respecter. Voilà, et quand on reprend les mailles, en général, il nous fait... c'est un homme qui a créé le modèle. Il nous fait monter une maille en plus ici et qu'on vient relever. Et chaque fois, ben, moi j'utilise le fil qui reste de quand on relève les mailles. Enfin, quand on reprend les mailles, ben, forcément on coupe à chaque fois et on redémarre. Donc oui, on a quand même pas mal. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fils à rentrer, mais moi je les rentre au fur et à mesure. Et alors avec le fil de là, ben, je viens boucher les trous éventuels qui pourraient se marquer entre les doigts. Donc voilà, donc j'ai fait mes 2 gants. J'avais fini genre vers le 15 juillet et j'avais cette grosse boîte pleine de laine. Et alors dans la boîte, il y avait plein de cakes de laine super épaisse. Bon, j'ai tout utilisé. Je crois qu'il en reste un. Ouais. Il m'en reste un. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 boules. À peu près cette taille-là, de cette laine-là, sans étiquette. Et ben, ne sachant pas du tout ce que c'est, ni à quoi ça correspond, j'ai commencé un bonnet avec des aiguilles 6 mm, avec une des couleurs. Alors, bon, vous allez voir, j'ai manqué. Mais voilà, ben, j'ai fait un bonnet tout simple que j'ai fait également en juillet. Voilà, avec je sais pas, un nombre divisible par 4 de mailles, et puis j'ai diminué pour faire la couronne. Voilà, il n'est pas très beau, j'avoue. Mais bon, il est très très chaud et c'est ça qui compte. Ça, c'était pour le mois de juillet. Et alors, en août, ben, j'ai refait une deuxième paire de gants avec les marrons. C'est exactement la même laine, j'ai fait exactement la même chose. D'ailleurs, je gardais un de mes gants en gris et au lieu de mesurer où j'en étais, ben, je comparais par rapport aux gants gris pour savoir si j'étais au bon endroit, si je pouvais finir mon doigt, etc. Donc voilà, donc j'ai refait un basic plain glove. Et alors, avec toutes les autres pelotes, sauf celle-là, j'ai monté 100 mailles sur une aiguille circulaire les plus courtes que j'ai, de Chiagu, avec mes aiguilles 6. Et j'ai fait un col, alors je vais lui donner un petit coup de fer, je l'ai pas encore fait. Et j'ai fait des rayures complètement aléatoires avec les couleurs qu'il y avait. Il est vraiment super douillet, super chaud. Je sais absolument pas ce que c'est comme laine. Donc voilà. Et donc l'idée c'était d'avoir toujours un maximum 3 couleurs en cours. Voilà. Donc j'ai fait ça et quand j'ai terminé le violet bleu ciel, ben, j'ai intégré le blanc et voilà.
J'ai terminé avec les deux couleurs, le gris très foncé et le... Ce qui est chouette en fait, c'est que ces laines ne sont pas unies. On dirait presque des laines teintes à la main. C'est peut-être le cas en fait, je ne sais pas du tout. J'avais pas de précision, mais en tout cas merci Anne-Sophie. Et donc voilà, ça fait un col bien grand. Alors, il est... on sait le faire mettre 2 fois très serré ou une fois. Donc voilà, je crois de mémoire, j'avais monté 120 mailles. Non, il y a plus que 2 mailles que ça. Je sais plus. C'est genre, en fait, j'ai monté mes mailles. Je montais ma maille. Ah oui, je m'étais dit, je fais ça sur le week-end du 15 août. J'ai teint comme une dingue jusqu'au, je vous disais, jusqu'au vendredi. Le 15 août, c'était le lundi, donc le vendredi, c'était le 12. J'ai teint comme une dingue et j'avais décidé vraiment que le 13, 14, 15, je ne faisais rien de professionnel. J'ai pas allumé mon ordinateur, j'ai pas regardé mes mails, j'ai rien fait de professionnel. Et je me suis dit, c'est mon col du week-end du 15 août. Donc voilà, et donc je l'ai fait sur les 3 jours, mais en alternant avec, je pense, mais non, je sais plus. Je ne sais plus. Mais donc voilà. Et donc je vais lui donner un petit coup de vapeur pour qu'il roulotte un peu moins sur les bords. Je ne saurais plus dire combien de mailles j'ai monté. C'est-à-dire que oui, c'est ça. Je vous ai dit, j'ai pris mon câble le plus court de chez Agou, mais c'est des câbles de 30 cm plus les aiguilles. Et j'ai monté les mailles. Et en fait, quand je voyais que j'arrivais facilement à fermer mon cercle et que ça tourne facilement, ben, j'ai arrêté de monter les mailles et puis j'ai commencé à tricoter en rond jusqu'au bout. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait pour le Heartwarming Kel. Ce que j'ai donc oublié de préciser, et je vais peut-être refaire un petit point aussi sur Instagram, c'est que... donc comme je l'ai dit, si vous participez au forum de discussion, tous les mois il y a une discussion pour dire voilà, j'ai tricoté ça. Le but sera de tout m'envoyer en une seule fois avec les étiquettes mois par mois pour que je m'y retrouve. Et donc je ferai un tirage au sort probablement début novembre. Personnellement, j'offre 10 bons d'achat sur ma boutique. Mais alors j'ai reçu plein d'autres cadeaux. Il y a des patrons, il y a des anneaux marqueurs, il y a enfin voilà, plein de très chouettes petits cadeaux. Et donc toute la liste est répertoriée dans les informations pratiques sur mon site. Mais je me suis dit que j'allais refaire un petit point, ça peut être une petite carotte en plus. Et voilà, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire répartir le nombre de cadeaux. Donc il y a 9 mois plus un tirage au sort global, je m'étais dit. Donc c'est pour ça que j'offre 10 cadeaux. Et donc je vais répartir les cadeaux sur les 9 mois plus 1, donc en 10 lots, pour qu'il y ait 2 à 3 personnes chaque mois qui soient récompensées et 2 à 3 personnes sur l'ensemble des participants. Donc même si on a participé qu'une fois, c'est très bien. Si vous m'avez fourni votre nom et vos coordonnées sur les ouvrages que vous m'avez transmis, comme je le disais, jusqu'à présent, beaucoup de personnes l'ont fait de façon anonyme. Voilà. S'il y a encore moyen, si vous voulez sponsoriser, ça peut être offrir le patron de quelqu'un, voilà, un patron au choix sur Ravelry, ça peut être offrir des anneaux marqueurs que vous avez fabriqués ou un pochon que vous avez réalisé, enfin voilà, c'est n'importe quoi. Soit vous me les faites parvenir, soit une fois que mon tirage au sort est fait, je vous donne les coordonnées de la gagnante et vous vous arrangez entre vous pour l'expédition. Bon, voilà, mais donc les sponsoring sont toujours les bienvenus aussi. Est-ce que je vous fais une toute petite partie couture? Ça vous intéresse? Ou je peux vous parler de 2 ouvrages que j'ai fait cet été? Oui, je vais faire ça. Une toute petite partie couture. Un peu de couture. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément cousu cet été. Alors, je me suis refait 2-3 tops. J'ai refait, alors j'ai fait 6 t-shirts Hercule pour mon homme. J'en ai parlé. Est-ce que je vous l'ai montré? Je ne sais même plus. Voilà. Il est très content. Il avait vraiment besoin de t-shirts. Je ne sais pas pourquoi je me faisais un monde de faire un t-shirt pour homme alors que je me fais des t-shirts Safran et des t-shirts Arsène à tirer l'arigot. Voilà. C'est un modèle gratuit de Urban Ferry Patterns, qui est une créatrice française de modèles. Je crois qu'elle a une chaîne YouTube aussi. Voilà. C'est un chouette modèle de t-shirt basique. Oui, c'est ça, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, puisque je vous demandais conseil pour trouver des chouettes jerseys. Alors finalement, par rapport aux choix de couleurs, j'ai acheté mes tissus sur Rascol. Parce que c'est là qu'il y avait le plus de couleurs appropriées, c'est-à-dire du gris, du bleu et du gris. Et voilà, et leur coton bio, en fait je l'avais déjà utilisé, leur coton bio est vraiment très très chouette, donc voilà. C'est peut-être pas la meilleure provenance, j'en sais rien en fait, je me rends pas compte.
j'ai pas cherché beaucoup plus loin, c'est juste que je voulais avoir mon tissu pour pouvoir me dire, une fois par semaine, je fais un t-shirt. En fait, il y en avait genre 3 de la même couleur, et donc en fait, une semaine, j'ai coupé les 3, puis la semaine d'après, j'en ai fait un, puis j'ai fait le suivant, puis j'ai fait le troisième, et puis il y en avait 2 qui étaient de la même couleur, enfin voilà, donc et il y en a un qui m'a déjà taché avec des trucs qui partent pas. Bref, donc j'ai fait ça, et puis ben, comme je vous le disais, j'ai fait la tenue de mariage de mon ami, qui consiste une jupe, un top et une veste, et donc j'ai à chaque fois fait une version test pour vérifier la taille, l'ampleur, la longueur, enfin voilà. La jupe, bah, je n'avais pas trop de modifications à faire. En fait, je trouvais que la construction de la jupe, c'était des modèles très simples, très basiques. Mais par exemple, donc, la jupe, on avait choisi un modèle qui était dans le burda et je trouvais que la construction n'avait aucun sens. Donc j'ai juste récupéré le patron et j'ai fait à ma sauce pour la version finale. La veste, c'était un modèle de la Maison Victor d'or, la veste Mona, qui est dans un des tout premières Maisons Victor, que moi je m'étais déjà faite à 3 ou 4 reprises, et qui est vraiment une veste qui est facile parce qu'il n'y a pas de col et il n'y a pas de doublure, et qu'elle donne super bien parce qu'elle est un peu cintrée, qu'il y a un cintrage sur les manches aussi. Je l'ai faite donc dans un tissu équivalent au tissu que mon ami avait choisi, et elle lui allait parfaitement. Ce qu'il y a juste, c'est que la veste était prévue avec les manches enfin voilà, les manches fermées, et elle m'a dit qu'elle avait tendance pour les petites vestes légères à remonter les manches, et donc du coup j'ai fait un système, comme il y avait une pince pour rétrécir le truc. En fait, je peux rien vous montrer puisque tout est chez elle, puisque même la veste et la première jupe étant parfaitement portables, je lui ai laissé, c'est du 34-36, je rentre pas dedans, et donc en fait comme il y avait une pince au niveau du poignet pour étroitiser. Ça se dit si je veux la manche. Mais en fait, à la place d'une pince, j'ai fait une fente avec un biais, et puis fermé avec une bande de poignet et une petite pression. Et alors, le plus compliqué a été le top, parce qu'on a choisi un modèle qui est très très simple, mais comme le top est en lin, le lin est pas très flexible forcément, et donc du coup ça avait tendance à bailler. Donc voilà, on a chipoté, à supprimer les pinces poitrine qui n'avaient pas de sens par rapport à sa poitrine, le raccourcir par rapport à la longueur de la jupe, et finalement en fait la deuxième version du top allait bien, sauf que ça baillait toujours de genre 6 cm dans le dos. Ça faisait vraiment une bosse comme ça, et donc là pareil, en fait je suis venue faire la même pince que là dans le dos, et ça donne super bien. Bref, mais vous vous en foutez parce que vous ne voyez rien. Je suis désolée, mais je verrai donc voir avec l'ami photographe parce que c'est un mariage très très petit budget et on fait tout, enfin voilà, c'est des amis qui participent, et donc c'est un ami photographe, le même qui avait fait les photos de mon mariage d'ailleurs. 15 ans de mariage, moi, dans 2 jours. Donc ouais, le 25 août, 15 ans de mariage, j'en reviens pas. J'en reviens pas, c'est complètement fou, ça nous paraît tout près, ça nous paraît loin, enfin c'est un truc de fou quoi. Je rentre toujours pas dans ma robe, donc j'étais encore plus mince que maintenant quand je me suis mariée, et pourtant j'étais super complexée à l'époque, alors que je me sens bien maintenant. Bon bref, j'ai aussi 15 ans de plus. Bon, donc j'ai cousu énormément ça, et alors je me suis fait pardon, pardon, je m'étouffe en parlant. J'ai continué à ajuster les vêtements de l'année passée, je vous l'avais dit, enfin d'avant ma perte de 19,8 kg. J'ai toujours pas fait -20. Toutes les jupes que j'aimais beaucoup, les jupes Jaya par exemple, qui sont très faciles à reprendre, parce que les jupes Jaya, on a un système de fronce qui est ici, mais là c'est lisse, c'est plat, et donc du coup j'ai pu facilement, ça m'a pris 1h30 par jupe, mais réajuster pour qu'elle soit de nouveau à ma taille. Mais donc à chaque fois c'est genre un après-midi que je consacre à ajuster une jupe, et puis je me suis octroyé 1 à 2 après-midi couture par semaine. Faut pas exagérer, j'avais du travail, j'avais du rebobinage, j'avais de l'étiquetage, de la gestion de stock, la gestion de site, la préparation des salons, donc voilà. Et alors, j'ai eu un très très joli cadeau de la part de Sylvie, qui m'a envoyé un pull qu'elle ne portait plus pour que je l'offre à la plateforme, justement dans le cadre du Heartwarming Kell. Et dans le colis, elle m'avait glissé un très très joli coupon de tissu et 3 patrons. Et elle ne pouvait pas deviner que c'était le patron. Il y en a un des patrons qui était le patron dont j'avais besoin. C'est un patron de pantalon ou de short Bermuda. Le modèle s'appelle Lison. La marque, c'est Jolly Lab. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait,
je n'avais plus qu'un seul short à ma taille. Je vous ai pas parlé de mon short M comme Marie d'il y a 2 ans. Je vous en parlerai peut-être à l'occasion. Il y a 2 ans, je m'étais fait un short M comme Marie en taille 46. Je pense que c'est la taille maximum qu'elle propose. Et il était trop petit, mais à un point inimaginable. Et maintenant, je fais un petit 42 et il est un tout petit peu trop grand. Je l'avais fait dans un tissu super moche juste pour tester le patron. Donc je l'ai quand même mis quand il faisait très très chaud et que j'avais pas d'autre solution. Parce qu'en fait, j'ai un short du commerce que j'avais acheté l'année passée en urgence. Genre, il me faut un Bermuda pour partir en vacances. Et en fait, je le mets tout le temps. Et le principe, c'est exactement la même chose. C'est une ceinture, c'est le même. Enfin, c'est comme si le patron avait été inspiré ou vice versa par le modèle. Et je crois que moi j'avais acheté chez H&M, c'est pas bien, hein, mais voilà, j'en avais besoin. Et voilà, un short acheté chez H&M en 3-4 ans, ça va. Non, c'est pas bien, c'est déjà de trop. Mais bon. Et donc, du coup, le short que je porte tout le temps, c'est le même principe. Il est très loose, dans un tissu très fluide. Et alors, il y a une ceinture qui est... dont le short du commerce est élastiqué que dans le dos. Et alors, il y a 2 poches. Et voilà. Et donc, quand j'ai reçu le modèle de Sylvie, j'ai fait... Mais c'est le même! Mais c'est le même! Et donc, je vous montrais... le tissu que je vous avais montré dans un chemisier la semaine passée. Il faut pour le short sans, parce qu'il y a 3 versions, donc soit on a la version pantalon et alors on a la ceinture avec un lien devant et où on peut faire des froufrous en bas du short, mais moi j'ai fait donc version sans froufrous et sans lien. Voilà, quand j'ai vu, j'ai fait ça rentrer, je crois que de mon coupon de ce tissu Mind the Maker, il me restait 80-90 cm, plus un petit coin voilà, côté lisière. Et j'ai réussi à rentrer, mais tout au millimètre près pour tester le patron. Et donc j'ai coupé le 42, je crois que c'est un patron qui est marche comprise. Il est indiqué en difficulté 2. J'ai plus assez de recul, c'est horrible à dire, je suis désolée, ça fait très très snob. Mais j'ai cousu tellement de choses sur les 15 dernières années, que ce soit des vêtements, des accessoires, mes créations. J'ai plus de recul par rapport au niveau de difficulté. Moi, je dirais qu'à partir du moment où il n'y a pas de fente de boutonnage, qu'il n'y a pas de bouton, qu'il n'y a pas de... Moi, je dirais même que c'est une difficulté accessible aux débutants. Moi, je dirais bien difficulté 1 sur 5. Parce que je vois pas ce qui peut être beaucoup plus facile que ça à faire. Donc, et alors, ouais, le seul truc que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai allongé de 5 cm quand même, parce que j'ai 1,80 m. Donc, il me restait juste assez de tissu dans mon tissu Mind the Maker, qui passe très mal à l'écran. On commence par faire deux petites fentes, 2 petits plis sur le devant. On vient positionner les poches. Hein, donc, pour positionner les poches, on a une partie de poche qu'on va venir mettre contre, et la deuxième partie de poche termine la ceinture du devant. Voilà, et donc on a fini son devant, et puis voilà, on va venir coudre là, on vient coudre là, on vient coudre l'interjambe, on fait le roulet ou pas, ou on le fait après. Et alors la ceinture est composée d'un morceau qui vient faire le devant, et on a 2 morceaux. Ça pourrait être un seul morceau, mais j'imagine que c'est plus facile à faire rentrer dans le tissu. Et alors on a oui, de quoi faire la ceinture qui va donc de là jusque là pour la ceinture d'eau. Et donc on va venir assembler toute la ceinture endroit contre endroit tout autour du short, et puis on vient la replier, et après on vient assembler au-dessus des plis. On fait le tour sans coudre cette partie-là tout de suite. Donc on vient coudre tout le long du dos et des côtés. Là, on vient faire passer l'élastique. Alors ici, j'ai mis 3-4 cm d'élastique en trop. Il a tendance à un tout petit peu trop loose. Voilà, on verra bien si j'ai un jour le courage de réouvrir. Donc on vient passer l'élastique. On coud l'élastique justement à l'intersection des 2 tissus juste au-dessus de la pince. Pareil de l'autre côté. Et puis on vient fermer la ceinture d'eau. Et hop, on a fini son short. Donc une fois que le patron est coupé, le short il est fait en 1h30.
découpe de tissu comprise. Et donc en fait j'ai fait ça parce qu'il me restait juste assez de tissu pour faire cette première version. Et je l'aime tellement d'amour. Je suis désolée, je vais vous montrer un vêtement qui est porté, puisque je l'ai porté hier après-midi. J'en ai fait une deuxième version. Parce qu'en fait, l'autre short que j'ai, il est blanc avec des fleurs orange et rouge et turquoise. Et puis j'ai fait celui-ci. Mais donc c'est un peu limité dans les combinaisons. Genre, il n'y en a aucun des trois qui va avec la majorité de ma garde-robe. Donc je m'en suis fait un tout simple. Alors ça, c'est un chambray. Mais de dingue. Vous voyez que le lustre qu'il a? Je ne sais plus d'où vient ce tissu. À mon avis, ça doit faire 10 ans que je l'ai dans mon armoire. Et il y a 2 ans, j'ai coupé ce tissu pour en faire une jupe. Et j'ai coupé tous les morceaux. Et puis, j'ai coupé... Alors, j'ai assemblé toute la partie du bas de la jupe. J'ai assemblé les parties de la ceinture et j'ai jamais terminé la jupe. Il me restait genre une demi-heure de travail. Eh ben, c'est bien, parce que la jupe, je l'ai repassée comme ça, elle m'allait comme ça. Donc déjà, je pense qu'en fait, je l'avais fait trop grande à l'époque. Donc trop grande pour mon 46-48 de l'époque. Et donc ce tissu est resté plié. Et comme c'était une très longue jupe qui m'arrivait presque jusqu'à la cheville, il y avait beaucoup de tissu. Et ben donc du coup, en fait, en rangeant les tissus qui sont dans les armoires ici, je suis retombée sur ces morceaux de jupe bien pliés, bien sagement. Et j'ai déballé ma jupe et j'ai posé. Et en fait, ça, voilà, j'aurais pu presque faire 2 shorts. Donc voilà, et donc j'ai recoupé, c'est exactement la même taille, sauf que j'ai mis 4 cm d'élastique en moins. Vous voyez comment il est après une journée complète dedans. Enfin, donc moins la partie, mes 2 heures de teinture, puisque quand je teins, je suis en général habillée avec des vieux vêtements tachables et déchirables et coinçables dans les portes. Et voilà. Et donc ça, c'est le très très joli lison de... Joli Lab, merci Sylvie pour ce patron qui ne pouvait pas mieux tomber. C'est vraiment super adorable. Et je me demande si je vais pas me faire un pantalon à l'occasion. Parce qu'il est vraiment très très simple à faire. Ben voilà, le pantalon c'est la même construction, sauf que les jambes sont plus longues. Et que ça peut être très joli, même dans un joli lin. Ou, enfin voilà, j'ai assez de tissus qui dorment dans mes placards. Donc voilà, le short lison. Et alors, deuxième ouvrage que j'ai fait. Où est-ce que je l'ai? Ah, il est là. Je l'avais pendu à la poignée de la porte pour l'avoir près de moi. Et puis en fait, j'ai ouvert l'armoire pour aller chercher les patrons. Je n'ai pas refermé l'armoire parce que j'aime bien me faire des blagues et laisser des armoires ouvertes dans le passage. Alors, bon, chemisier. Je ne l'ai pas encore porté, il fait trop chaud. J'ai eu un coup de cœur sur ce tissu que j'ai acheté en solde. C'est le seul solde que j'ai fait, j'ai acheté quelques coupons de tissu. Mince. J'essaierai de me retrouver où j'ai acheté. C'est un site en Belgique. Oh, je vais dire n'importe quoi. Donc voilà, je l'écrirai si j'oublie pas dans la description, enfin dans la lettre et dans la boîte de description en dessous. Mais j'ai eu un coup de cœur pour ce tissu. Moi qui n'aime pas les tissus figuratifs, je suis vraiment tombée amoureuse de ce tissu. Et j'ai directement visualisé, je voulais une chemise un peu loose. Hein, un peu loose, comme j'aime bien, style veste de pyjama et avec des poches. Et donc du coup, j'ai farfouillé dans tous mes patrons et je suis tombée sur un modèle, alors, Burda 12 2014. Et voilà le croquis. C'est une veste de pyjama. Oui, oui, oui. Alors, c'est quelle page la veste? Page 28. Bon, on la voit même pas, hein. C'est assez typique de Burda, la veste de pyjama. Et donc, ben, j'aimais vraiment bien, et donc je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. J'ai pas fait celle-ci parce que j'en ai fait une c'est une popeline de coton assez épaisse, assez rigide, et je me suis fait une blouse pivoine dans une popeline de coton et je la mets jamais parce qu'elle est trop rigide, il y a trop de matière et c'est inconfortable. Donc du coup, il me fallait quelque chose d'un peu différent pour mon tissu. Alors, ce que j'adore dans le modèle, c'est qu'il y a un énorme pli creux dans le dos. Il y avait ce col arrondi, format chemise. Par contre, ce que j'aimais pas du tout, c'est qu'il y avait 3 petites poches arrondies il y avait 2 poches arrondies là et une poche arrondie ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la poche de la chemise de mon homme. Voilà, vous voyez la chemise, la poche classique de chemise. Elle est comme ça, hop, hop. Voilà, et un des 2 côtés, juste pour le fun, j'ai rajouté un petit biais. Je l'ai allongé de 7 à 10 cm
par rapport au modèle prévu. Pour le reste, j'ai suivi tout le patron, même pour les manches. Et alors, j'ai eu un énorme dilemme au moment des boutons. Est-ce que je l'ai fait discret, pas discret? Puis alors, mon homme est venu voir ce que je chipotais et il m'a dit « Mais pourquoi tu prends pas les gros jaunes ?» Donc, j'ai mis les gros jaunes. Je trouve que ça fait un peu clownesque. Voilà. Je l'ai montré à une de mes amies, justement, quand on faisait des essayages pour sa robe, pour sa tenue de mariée. Et elle regarde le chemisier qui pendait dans la chambre, parce que ça fait 3 semaines que je l'ai fait et j'ai toujours pas pu le mettre. Elle regardait le chemisier qui pendait, elle fait « Ah, c'est canon avec les gros boutons !» Je me dis « Non, peut-être que mon homme a eu une bonne idée. » Donc voilà, mais je vais donc pouvoir la mettre pour vous la montrer. Heureusement que c'est pas en direct et heureusement que j'oublie pas de couper quand je me change, puisque vous auriez eu à la scène, je me déshabille, j'ouvre la braguette du pantalon juste devant l'écran pour pouvoir glisser le chemisier. Bon, alors en fait, j'aime mais j'aime pas. Ce chemisier, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est les épaules. Donc je vais peut-être refaire quelque chose pour modifier les épaules, mais voilà. Ce que je voulais vraiment, c'était ce col, grand col style col pyjama, les poches. Le côté, bah voilà, là je l'ai mise dans mon pantalon taille haute, qui est donc le jeans Betty dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Je vis dedans, c'est hallucinant, bah, sauf quand je vis en short. D'ailleurs avant-hier j'en ai coupé, non, samedi j'en ai coupé un deuxième, et j'ai commencé hier, j'ai déjà fait tout l'avant. Voilà, le pli derrière, qui donne super bien, je trouve. Voilà, je me rends même pas compte de ce que je vous montre. Voilà, et le seul truc que j'aime pas du tout, c'est qu'en fait les épaules, ma pointe d'épaule elle est là, et là l'épaule elle est là, et qu'en plus on a un petit peu de fronçage au niveau des manches, et qu'avec le tissu ça fait un peu Robocop quand même. Hein. Donc je vais probablement défaire ici quelque chose, au moins essayer de supprimer les fronces, donc modifier la forme de la manche. Je comprends pas en fait. Bon, effectivement, parce que dans le modèle du magazine, il est fait en coton, coton à pyjama et je suis pas beaucoup plus épaisse. Mon tissu n'est pas beaucoup plus épaisse. Donc voilà, mais je trouve dommage que l'emmanchure ne vienne pas ici. Voilà, j'ai plus de tissu, donc je sais pas refaire de manches et tout. Je dois me débrouiller avec les morceaux que j'ai, mais enfin voilà, je trouve que le fait d'avoir une forme un peu raglan arrondi ici, plutôt que là, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est comme si on avait une double épaule. Mais voilà, ouais c'est ça. Quand je suis assise, ça fait un peu genre, j'ai les épaules qui tombent, parce qu'elles sont là. Donc je vais voir, mais je vais trouver un système. Je vais, à mon avis, juste supprimer la fronce déjà et je verrai bien. Ou alors carrément, je supprime les manches et je mets juste un petit, parce que j'ai encore un tout petit peu de tissu. Je récupère peut-être juste aussi ça. Et je fais comme le principe de la blouse pivoine que je vous montre à l'envers, où la manche c'est juste une bande comme ceci. Je vais voir, parce que ça je suis pas fan, je suis vraiment pas fan. Et en fait j'ai vraiment hésité, enfin voilà, en fait je devrais faire, je vais peut-être refaire le patron mais faire une combinaison entre les deux. Parce que ce que j'aime énormément ici c'est ce grand pli. Donc je vais peut-être réessayer pour voilà, une autre version. Avec par exemple, alors ouais, le col il faut le thermocollé, je trouve qu'il est un peu trop plat. Mais donc c'est peut-être lié au repassage aussi ça. Mais... voilà, je suis contente sans être contente. J'adore le tissu, je suis contente de la forme générale, mais pas de tous les détails. Après, voilà, là je suis en train de cuire, ce tissu est vraiment très très chaud. Donc voilà. Et porté, je trouve que les boutons viennent vraiment mettre du fun dans la tenue. Voilà, surtout je suis avec un pantalon bleu et des petits cœurs de toutes les couleurs. Donc voilà, c'est donc un modèle du Burda de décembre 2012, c'est ça? 2014. Ma veste de pyjama, ouais. Bon. Alors, j'espère que celles qui aiment les épisodes, ou celles et ceux qui aiment les épisodes un peu longs, seront contents. Je crois qu'on va être pas loin des 2 heures, ça fait longtemps. Bon, effectivement, ça fait 2 mois que j'avais pas fait tourner. Je voudrais vous remercier pour votre patience, pour votre présence, pour votre enthousiasme toujours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît, ou pas. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'avais presque rattrapé mon retard de réponse aux commentaires. Et puis après, de nouveau, mais je les lis tous et tous me font plaisir, promis juré. Promis juré, je les lis vraiment tous. Et puis j'espère qu'on se revoit bientôt en vrai. Je suis incapable de vous dire quand je reviens pour un épisode
Parce que oui, bah, il me reste, je crois, 3 semaines. Et puis boum, badaboum, ça va être salon sur salon. En fait, je suis pas chez moi entre le 15 septembre et le 15 novembre. Donc, ou très peu. Donc voilà, je vous promets rien. Je vous promets rien, mais je vais quand même essayer. D'accord? Je vous embrasse fort. Portez-vous bien. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. N'oubliez pas de sourire au moins une fois par jour et tricotez bien, cousez bien, créez bien et amusez-vous bien. Et bon courage pour ceux qui doivent rentrer. Voilà, fallait pas partir. De gros bisous, à bientôt.